L'automne arriva de manière imperceptible. Cela eut un effet évident sur la nature. Les plantes cessèrent de croître vers le haut, l'herbe sécha et devint jaune sous les rayons intenses du soleil d'un été particulièrement chaud. Les arbres craquaient sous le poids des feuilles tombées. Et ce n'était pas seulement la nature. Toute vie semblait s'être dispersée, fatiguée dans ses refuges habituels. La nature, épuisée par l'automne, semblait prête à se plonger dans un long sommeil. Aujourd'hui, le ciel était couvert, et les nuages cachèrent le soleil. La fin de l'automne n'est pas le meilleur moment pour se promener en plein air. N'importe qui d'autre aurait préféré rester chez soi devant la télévision ou savourer une tasse de café dans un café. C'est précisément ce que nos protagonistes avaient prévu de faire. Dans quelques jours, leur vieil ami James allait se marier. Les anciens camarades voulaient célébrer cet événement et décidèrent de se retrouver dans un bar. Le Misty, le bar où ils avaient choisi de se réunir, était situé en plein centre-ville, mais même là, il y avait très peu de monde. Alex, Carter, George, Sean et Tony, tels étaient les noms des 5 amis dont je vous parle, se retrouvèrent de sur place et commandèrent une bière. Tous sauf un. « Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade ou quoi ?» demanda Carter avec un sourire moqueur. Carter était un homme à la carrure imposante, avec un sourire digne d'Hollywood. « Non, c'est juste que... Enfin, je conduis, voilà tout. » répondit Tony timidement. Si Carter était une figure dominante, forte de caractère, Tony, lui, était son opposé total, mince, vêtu de vêtements un peu usés. « Écoute, Anthony, » intervint Alex. « Dans quelques jours, c'est le mariage de James. Il nous a invités à son enterrement de vie de garçon, si jamais tu ne le savais pas. Et si là-bas, tu continues avec ton excuse de « je conduis », alors il vaut mieux que tu ne viennes pas du tout avec nous, » dit Alex en buvant une gorgée de bière. « Oui, je comprends, c'est juste pour aujourd'hui. Et puis, pour être honnête, je n'approuve pas vraiment cette idée d'enterrement de vie de garçon. On aurait pu rester à la maison, boire une bière tranquillement, et voilà tout. »« Ah, arrête un peu, » le coupa George. La conversation entre les amis s'éternisa et personne ne remarqua que le jour commençait à décliner. « Bon, les gars, je crois que je vais rentrer, je suis déjà resté trop longtemps, » dit Sean en regardant sa montre. « Demain, on doit voyager, je dois préparer la voiture et me reposer un peu, alors bonne chance. » Il fit ses adieux à ses amis, sortit du bar et se dirigea vers une destination inconnue. « Bon, alors moi aussi je vais y aller, » murmura Alex. « Oui, nous aussi, on y va, » entendit-on ensuite. « Vous êtes sérieux ?» s'exclama Carter. « Allez, encore une bouteille et on s'en va, d'accord ? Non, demain il faut se lever tôt, prépare-toi plus tôt, parce que si tu restes endormi, on partira sans toi, » dit George en souriant. Les garçons quittèrent le bar et rentrèrent chez eux. Carter commanda une autre bouteille de bière et, en l'ouvrant, en but quelques gorgées. Le lendemain, il devait faire voyager, ce qui signifiait qu'il devait être en pleine forme. Le lendemain matin, lorsque nos amis se réunirent pour aller voir leurs compagnons, il faisait particulièrement froid. Un vent fort soufflait, comme si le ciel était inquiet pour quelque chose. Mais ce n'était pas tout. Toute la ville était enveloppée de brouillard. On ne distinguait ni les arbres, ni les voitures, ni même les maisons d'en face. L'un de nos protagonistes se sentit soudain pris d'un frisson face à cette brume inquiétante. « Sérieusement, tu as peur de ce fichu brouillard ? » « Ne me fais pas rire, mec !» s'exclama Carter. « Carter, pour l'amour de Dieu, peux-tu parler moins fort ?» dit Sean en se tenant la tête. « Oui, qu'est-ce que c'est que ça ? On a 1 heure prévue. On doit partir aujourd'hui, maintenant. Vous comprenez ?» continua-t-il en regardant ses amis avec insistance. « Bien, très bien, on y va maintenant. » balbutia Tony en montant dans la voiture. « Voilà, parfait, » dit Carter avec son charisme habituel avant de s'installer sur le siège passager. En quelques secondes, tout le monde était dans la voiture. Tony, les mains tremblantes, inséra la clé dans le contact et la tourna. Le moteur démarra et les garçons commencèrent leur voyage. « Alors, comme je vous disais, » commença Carter en se tournant vers les autres, « hier, on m'a posé un lapin. Ha ha ! Alors, désespéré, j'ai bu ma 7e bouteille et j'ai réalisé qu'il était temps de rentrer chez moi. En chemin, j'ai croisé une fille. Vous auriez dû la voir. C'est ça ? Ha 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 !» l'interrompirent ses amis en riant. « Tu as déjà raconté cette histoire au moins 10 fois aujourd'hui, » fit remarquer Alex. Le temps passa rapidement, et le groupe ne remarqua même pas que l'heure approchait du midi. Mais le brouillard ne se dissipait pas. La route était bondée de voitures. Cependant, la situation devint plus tendue à cause d'un accident sur l'autoroute qui bloqua complètement le trafic. En contournant un des embouteillages, les garçons furent témoins d'une scène terrible. Des lumières clignotantes partout, des médecins, des policiers. « Je vais voir ce qui s'est passé, » dit George en sortant de la voiture. Il marcha quelques mètres avant de s'arrêter devant un ruban de sécurité.
Je conduisais simplement sans dépasser la vitesse autorisée. Je rentrais chez moi avec ma famille quand j'ai vu une silhouette sortir de la forêt et s'avancer sur la route. En regardant de plus près, j'ai vu une petite fille. Elle semblait avoir environ 7 ans, pas plus. Elle ne portait qu'un drap déchiré. J'ai décidé de m'arrêter, mais je me suis rendu compte que les freins ne répondaient plus, et quelque chose contrôlait ma voiture. Et maintenant, voilà. En entendant cela, Georges jeta un regard vers la voiture. On aurait dit qu'elle avait été percutée par un camion. Détournant les yeux du véhicule, il fixa la forêt que l'homme tenait pour responsable. La brume continuait à s'épaissir depuis les bois, comme si elle en était l'origine. En se concentrant et en scrutant les profondeurs de la forêt, Georges entendit quelque chose d'inhabituel. Un chant ressemblant à celui d'un vol d'oiseau, mais si hypnotique que Georges ressentit une étrange envie de s'enfoncer dans la forêt, de trouver ces oiseaux. Mais ce ne fut qu'un instant. Il reprit ses esprits, recula et retourna à la voiture. En s'asseyant, tous les regards étaient rebraqués sur lui. « Alors, tu sais ce qui s'est passé ?» demanda Carter en se tournant vers lui. « Là-bas, la forêt !» répondit Georges d'une voix éteinte, fixant un point comme s'il voyait à travers Carter. « La forêt et la brume. Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Ha 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 !» ricana Carter. « Laisse-le tranquille, explique-nous ce que tu as appris, » intervint Sean pendant que les autres regardaient Saint Georges. « Il y a eu un accident, » répondit Georges d'une voix entrecoupée. « Tout ce que j'ai entendu, c'est cet homme, le blessé, raconter à la police ce qui s'était passé. Il a dit qu'il avait vu une petite fille sortir de la forêt. Ha 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 ha, une fille. Et alors, il voulait la ramasser et n'a pas vu la voiture devant lui ?» se moqua encore Carter. « Tais-toi, s'il te plaît. On veut tous savoir ce qui s'est passé. » le corrigea Sean en se tournant de nouveau vers Georges. « Continue, Georges. »« Donc, oui, il a vu une petite fille, vêtue seulement d'un drap. Il a voulu s'arrêter, mais quelque chose contrôlait sa voiture. Et qu'est-ce que ça aurait pu être? Je vous l'ai dit, on n'aurait jamais dû sortir aujourd'hui. Mon Dieu, on aurait dû partir demain. » commença à paniquer Tony. « Bon sang, fais-le taire, » murmura Carter en ouvrant une autre bouteille de bière. Après 1 heure, l'embouteillage commença à se dissiper, et les garçons reprirent leur route. Mais chaque seconde qui passait augmentait la tension dans la voiture, et Carter n'arrêtait pas de harceler Tony. « Pourquoi tu roules si lentement? Pourquoi on est encore arrêté ?» Pendant ce temps, Tony faisait de son mieux pour manœuvrer entre les voitures, jusqu'à ce que le trafic soit de nouveau complètement à l'arrêt. « Ça suffit, j'en ai assez! Descends de cette foutue voiture !» hurla Carter. Mais Tony le regarda, puis regarda la route devant lui. « J'ai dit, descends! Si tu ne sais pas conduire, ne prends pas le volant, imbécile !» Carter descendit de la voiture et s'installa au siège du conducteur, tandis que Tony, tremblant, glissa sur le siège passager. Alex, Sean et George cherchaient un éventuel raccourci ou une autre route à emprunter. Carter se pencha et alluma la radio. « Ce sera plus amusant comme ça », lança-t-il, avec un sourire moqueur avant de redémarrer. Mais après avoir dépassé quelques voitures, le trafic s'arrêta de nouveau. « Je t'ai dit que ça ne dépendait pas de moi », murmura Tony. « Tais-toi, s'il te plaît », grogna Carter en quittant la route principale pour s'engager sur un chemin de campagne. « Ce sera sûrement mieux, je suppose, » dit-il en augmentant le volume de la radio. Les garçons se détendirent, sachant qu'il leur restait quelques heures de route et qu'ils seraient bientôt au calme, comme ils l'avaient planifié depuis des semaines. « Une fois arrivé, je vais me saouler à un tel point qu'on ne pourra même pas me retrouver au milieu de tout ce bazar, » dit Sean en souriant. « Et c'est toi qui dis ça, hein, Sean ?» lança Carter sans détourner les yeux de la route. « Tu as dit que tu allais te saouler. Et tes élèves, alors ?» Ha ha ha. Sean sourit et s'enfonça dans son siège. Alors qu'ils montaient une colline, ils aperçurent une silhouette qui s'avançait prudemment sur la route. En y regardant de plus près, ils virent qu'il s'agissait d'une petite fille. Georges se raidit immédiatement. « Bon sang, Carter, ne t'arrête pas, c'est elle !» cria-t-il en se redressant dans son siège. « Allez, c'est juste une petite fille. »« Quoi? Tu es devenu paranoïaque comme Tony ?» demanda Carter en désignant Tony d'un geste de la tête. Carter freina brusquement et la voiture s'arrêta juste devant la fillette. « Hé, d'où viens-tu » demanda Alex à la petite en baissant la vitre. « Je rentre chez moi. Et vous? C'est rare de voir des voitures par ici. Pourquoi avez-vous pris ce chemin ?» demanda la petite fille d'une voix fluette. « Eh bien, la route est bloquée, et ce chemin est plus court, » répondit Alex. « Alors, c'est plus rapide par la forêt, » dit la petite fille en pointant vers les bois avant de s'y diriger. « Par la forêt, tu dis ? Eh bien, par la forêt, alors, » déclara Carter en tournant le volant vers les bois. « Tu es devenu fou ?» s'écria Tony. « Là-bas, il n'y a que des arbres.
On va se perdre, la voiture ne passera jamais, répétait-il paniqué. Calme-toi, ce n'est qu'une forêt. Et puis, j'y suis déjà venu pour une course d'orientation. À l'école, oui, tenta de se justifier Carter. En s'approchant de la clairière, George ressentit de nouveau cette sensation étrange, semblable à celle qu'il avait éprouvée près du lieu de l'accident quelques heures plus tôt. Tout semblait normal, mais quelque chose commença à dérailler. La radio de la voiture se mit à grésiller. La musique changea, remplacée par un son qui ressemblait à un chant, ou peut-être même à un hurlement. « C'est quoi, ce bordel ?» s'écrièrent les garçons en fixant la radio. Carter changea frénétiquement les stations, essayant de garder son calme et de chasser les pensées inquiétantes. Ce n'était pas qu'il ne croyait pas ce que disaient ses amis, bien au contraire, mais il refusait de céder à la panique. « Allez, calmez-vous, c'est juste une panne, on entre dans la forêt, c'est normal », dit-il en éteignant la radio avant de continuer sur le sentier. Les voyants de carburant commencèrent à clignoter, l'essence était presque épuisée. Mais Carter, indifférent, continua à conduire sur la route étroite jusqu'à ce que la voiture finisse par s'arrêter. Pendant quelques minutes, les garçons restèrent en état de choc, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Puis le silence fut brisé par les cris de Carter de plus en plus forts. « Tony, espèce d'abruti, imbécile! Dégage avant que je te tue ici même !» Sous ces hurlements, tous les garçons sortirent de la voiture en claquant les portières. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sean avec prudence. « C'est incompétent. Il n'a même pas rempli le réservoir de sa vieille épave. Tu n'as pas mis d'essence, bon sang !» continua Carter furieux. « Bien, Tony, c'est ton problème. Alors, règle ça avec, » ajouta Carter en se tournant, mais quelque chose l'interrompit. En regardant autour de lui, il ne vit plus un des leurs. Tony avait disparu. Les gars, où est Anthony ? Il était juste là, avec nous, il venait de sortir de la voiture, » demanda Carter, d'une voix basse, inspectant la voiture sous tous les angles. Les garçons échangèrent des regards inquiets, mais leurs pensées furent interrompues par un cri venant de Tony. « Venez vite, vous devez voir ça !» En entendant les cris de Tony, les garçons se mirent à courir dans sa direction, oubliant la voiture et tout le reste. Ils empruntèrent le sentier et s'arrêtèrent net en le voyant. Tony leur tournait le dos, fasciné par sa découverte. Devant eux se dressait une petite cabane. Elle était minuscule, construite en planches, déjà en train de pourrir. La cheminée était obstruée, et au lieu de fumer, des morceaux de suie et de saleté en sortaient. Tout dans cette maison racontait les difficultés de vivre au cœur de la forêt. « Tu crois que quelqu'un vit ici ?» demanda Sean en s'approchant de Tony. Je ne sais pas, mais si quelqu'un habite ici, on a de la chance. Ils pourront nous sortir d'ici, nous indiquer le chemin, peut-être même nous donner un peu d'essence, » répondit Tony, essayant de se montrer raisonnable, tout en observant rapidement la maison. Les garçons contournèrent la cabane avec précaution. En arrivant sur le perron, ils aperçurent une plaque. « Maison de Seth Jones », lut Alex à voix basse. « Eh bien, Seth Jones alors, allons-y », dit Carter en les appelant, se dirigeant déjà vers la porte. Une fois devant, Alex frappa plusieurs fois. Silence. Il frappa encore. Rien. « Laisse-moi essayer, d'accord ?» dit Carter en poussant son ami avant de commencer à marteler la porte comme un batteur de rock en pleine performance. Mais là encore, aucun succès. « On devrait peut-être jeter un œil par les fenêtres, » suggéra Carter en faisant de nouveau le tour de la maison, tout en regardant par les vitres. Rien, ou plutôt personne. Il ne semble pas y avoir âme qui vive ici. « Tony, une fois de plus, tu nous as bien eus. Ta grande découverte n'est qu'une déception, » hurla Carter, agacé. « Les gars, on devrait peut-être appeler le 911, » proposa Sean en sortant son téléphone de sa poche. Mais, une fois de plus, sans succès. « C'est quoi, ce bordel ?» Les garçons s'échangèrent des regards inquiets. « Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais quelque chose bloque le signal. »« Non, pire, ça l'annule complètement, » répondit Alex, l'air grave. Tous sortirent alors leur téléphone pour tenter d'appeler les secours, mais aucune ligne ne passait. « Ah, c'est plus drôle du tout, là. C'est une blague, non ? Vous vous foutez de moi parce que je ne suis pas sorti avec vous hier soir ?» s'énerva Carter, sa voix montant d'un cran à chaque mot. « Mon Dieu, arrête avec ça. On est tous dans la même galère, » répliqua Alex en se tournant à nouveau vers la maison. « On ne devrait surtout pas se séparer, quoi qu'il arrive. Personne ne sait ce qui pourrait arriver. Essayons d'entrer dans cette maison. Peut-être qu'on y trouvera quelque chose, » ajouta Alex déterminé. Il sortit alors un couteau de chasse de sa poche, l'inséra dans la serrure et força la porte. En quelques secondes, elle s'ouvrit. « Bon sang, où as-tu appris à faire ça ? Tu n'es qu'un étudiant, bordel !» s'écria Carter, stupéfait en fixant la porte ouverte. « Disons, quelques cours, » répondit Alex, avec un sourire avant d'entrer dans la maison suivi des autres. De l'intérieur, l'endroit paraissait encore plus sinistre.
Les murs étaient maussades, fissurés, avec des taches d'humidité qui couvrirent le plafond. Le couloir était si étroit qu'il ne laissait la place qu'à une petite table qui semblait prête à s'effondrer. Les fenêtres, minuscules, n'auraient même pas permis à un oiseau d'y passer. Ce n'était pas une maison, mais plutôt un bunker. Le couloir menait à 2 pièces seulement. « Voilà ce qu'on va faire, Sean et George, vous allez fouiller cette pièce », ordonna Alex en désignant la porte de gauche. « Carter, Tony et moi, on s'occupe de l'autre. On doit trouver tout ce qu'on peut sur cette forêt. Cartes, indices, même des histoires locales. Peu importe ce qu'on trouve, on ramène tout ici pour examiner ensemble. » Les garçons se souhaitèrent en bonne chance et se dirigèrent chacun vers leurs pièces respectives. La pièce où entrèrent Alex, Tony et Carter était minuscule et à peine éclairée. Il n'y avait pas de meubles, à l'exception d'une étagère dans un coin remplie de coupures de journaux, d'articles et de photos. Les 3 garçons commencèrent à examiner les documents avec attention. Dans la forêt, à la périphérie de Kansas City, 5 adolescents ont disparu sans laisser de traces. La police a été informée, et les jeunes sont activement recherchés. 3 juillet 1993. Ils disent qu'en 93, 5 adolescents ont disparu dans cette forêt. Ça te dit quelque chose, hein, Alex ? Demanda Carter en parcourant les articles. Ce ne sont que des coïncidences. Attends, regarde ça, répondit Alex en attrapant un autre papier. Une semaine plus tard, les corps des 5 adolescents disparus ont été retrouvés dans la forêt. Ils avaient été assassinés et leurs corps abandonnés près d'une maison. Sur chaque corps, une lettre avait été gravée, G-E-R-E-V-N-E. L'enquête a révélé que cet ensemble de lettres formait un anagramme, Revenge, vengeance. 10 juillet 1993. Les garçons échangèrent un regard lourd de sens. « Ça commence sérieusement à me foutre les jetons. On doit se barrer d'ici au plus vite !» hurla Tony, terrifié. Alertés par les cris, Sean et George accoururent dans la pièce. « Qu'est-ce qui se passe, les gars ?» demandèrent-ils. « Des coupures de journaux. Regardez !» dit Alex en tendant les articles à Sean. « Et vous ? Vous avez trouvé quelque chose ?» Sans un mot, George tendit une photo à Alex. En la voyant, Alex resta figé. Sur la photo, il reconnut la même petite fille qu'ils avaient croisée sur le chemin. Tout irait bien si ce n'était pour une date inscrite en bas de la photo, 3 juillet 1993. Soudain, un rayon de lumière rouge traversa la fenêtre, suivi instantanément par une sirène stridente, déchirante, semblable à une alarme de grande surface. Le son résonna dans toute la forêt. Les garçons, pris de panique, se ruèrent vers la sortie, mais devant la porte se tenait un vieil homme. L'homme avait un visage sinistre, une barbe blanche, ni trop longue ni trop courte, des lèvres fines comme des fils et des yeux qui brillaient d'un éclat jaunâtre inquiétant. Les garçons s'arrêtèrent net devant lui. « Vous partez déjà ?» demanda-t-il d'une voix rauque, avant d'entrer lentement dans la maison et de refermer la porte derrière lui. Aussitôt, la sirène s'arrêta. Les garçons restèrent immobiles, paralysés par la peur, osant à peine respirer. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal, j'ai besoin de vous. Vous avez probablement lu ces absurdités sur les enfants qui ont disparu ici, n'est-ce pas ? Entrez dans le salon, je vais tout vous expliquer, dit le vieil homme en se dirigeant vers la pièce voisine. Les garçons échangèrent en ses regards hésitants avant de lui emboîter le pas. « Il faut qu'on fasse quelque chose. On doit sortir d'ici, peu importe comment. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé, » murmura l'un d'eux. « Comme je vous le disais, » commença le vieil homme, s'installant sur une chaise. « Ici, les choses sont très différentes. Ce n'est pas ce que vous imaginez. » « Excusez-moi, » l'interrompit Carter, « ça fait une journée entière qu'on n'a rien mangé. Vous pourriez nous donner, je ne sais pas, une boisson ou quelque chose à grignoter. »« De la nourriture. »« Bien sûr. Attendez, ici, je ne serai pas long, » répondit-il, en se levant avec difficulté. Boitillant, il se dirigea vers la cuisine. « Les gars, » chuchota Alex, « je ne sais pas ce qui se passe ici, mais on doit déguerpir tout de suite. Si on reste, on est mort. À 3, on y va. 1, 2, 3 !» cria-t-il, et tous se précipitèrent hors de la maison, courant dans une direction inconnue. La brume leur enveloppait les pieds, rendant la course encore plus difficile. Autour d'eux, seule la plainte des arbres troublait le silence oppressant. Après quelques minutes, ils tombèrent sur une pente qui menait à ce qui ressemblait à une cave. « Vite, par ici !» lança Alex. Ils s'engouffrèrent dans le sous-sol et verrouillèrent comment la porte derrière eux. L'atmosphère du sous-sol les glaça jusqu'aux os. L'air était glacial, saturé d'humidité. Des gouttes d'eau s'égouttèrent du plafond, formant des flaques sur le sol de béton rugueux. « Bon sang, qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda Sean encore haletant. « Comment veux-tu qu'on le sache ? On est dans la même galère que toi, » répondit Carter à bout de souffle. Le groupe examina les lieux. « Les gars, où est George ?» demanda soudain Tony paniqué. « Putain, laisse tomber George. Sérieusement, vous ne sentez pas cette odeur ?»
c'est insoutenable !» s'exclama Carter tout en sortant son téléphone pour éclairer les murs. Le faisceau de lumière révéla une vision d'horreur. 5 corps gisaient là, ou du moins ce qu'il en restait, des os, des crânes, des vêtements en lambeaux. Peut-être s'agissait-il des adolescents disparus. Shaun sentit ses jambes flancher, la terreur s'infiltrant dans chaque fibre de son corps. Un bruit surgit soudain d'un coin sombre de la pièce, amplifiant leur angoisse. « Qu'est-ce que c'est ?» s'écria Tony, la voix tremblante, prêt à croire que les zombies existaient réellement. Alex, quant à lui, tentait désespérément de rationaliser la situation. En bougeant la lumière de son téléphone, l'écran s'éteignit soudainement. « Non !» s'écria Shaun. Mais avant que l'obscurité ne les engloutisse, ils aperçurent une silhouette obscure. Alex ralluma l'écran, mais cette fois, ils virent un corbeau perché sur le crâne d'un des cadavres en décomposition. « Cra !» croassa l'oiseau, le son résonnant comme un coup de tonnerre dans une nuit sans nuages. Pris d'une panique incontrôlable, les garçons fuirent, abandonnant le sous-sol et courant à travers la forêt. Le groupe, désormais réduit à 4, avançait à l'aveuglette dans cette mer de brume, priant pour que la chance leur permette d'échapper à cet enfer. « Pardonne-nous, George. » La nuit était tombée, enveloppant la forêt dans une obscurité profonde. Le ciel, parsemé d'étoiles scintillantes, contrastait avec l'effroi qui les consumait. Personne ne savait quelle heure il était, ni ce qui se tramait dans cette maudite forêt. Mais une chose était claire, quelque chose de terrifiant rôdait ici. George avait disparu, comme si la terre l'avait englouti. « Les gars, je sais qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Il faut retrouver George. Mais il fait nuit maintenant, et le pire serait de nous perdre encore plus. Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Alex d'un ton calme, scrutant les environs avec prudence. « Faire quoi ? George est déjà mort, c'est évident. Tu ne vois pas cette brume partout ?» hurla Carter, la peur transparaissant dans chaque mot. « Et alors ? George est vivant, et on va le retrouver, quoi qu'il en coûte. Je suis d'accord, la nuit n'est pas le moment idéal pour chercher, mais il faut trouver un endroit où passer la nuit, » répliqua Alex. Les gars, » intervint Shaun d'une voix hésitante. « Je crois qu'on pourrait s'installer là-bas pour la nuit, » dit-il en désignant une pente au loin. « Tant que ce n'est pas dans cette foutue maison, » marmonna Carter en sortant une lampe de poche de sa poche et en dirigeant le faisceau lumineux vers ses camarades. Tout en avançant prudemment, Tony murmura presque pour lui-même « Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. En une seconde, George a disparu. Et si cette histoire des 5 adolescents était vraie? Et si le même sort nous attendait? Anthony, je comprends, mais s'il te plaît, pas maintenant. Tout ça, ce sont des absurdités. On va s'en sortir, » tenta de le calmer Alex. Les garçons avaient déjà parcouru la moitié du chemin, mais un peu plus à gauche, il y avait un sentier au bout duquel brillait une petite lumière. « Attendez !» murmura Carter en allongeant le mot, ce qui fit stopper tout le monde. « Vous voyez ça ?» demanda-t-il en désignant la lumière. « Il y a quelque chose là-bas. On va voir ? Allons-y, mais avec prudence, » répondit Alex, et le groupe s'avança vers la source de lumière. Arrivé au bout du sentier, tout devint clair. C'était un campement. Il y avait des tentes, chacune éclairée par une lampe de poche et un feu de camp encore fumant. Quelqu'un avait été là récemment. Quelqu'un vivait-il vraiment ici ? C'était difficile à croire. Avec tout ce qui se passait dans cette forêt, personne ne devrait s'en approcher à moins d'1 kilomètre. Et pourtant... Bon, examinons ce campement. Si tout semble calme, on reste ici au moins jusqu'au lever du jour, ordonna Alex. Tu as pensé que les propriétaires de tout ça pourraient revenir à tout moment, lança Carter en faisant le tour des tentes. Oui, j'y ai pensé. Et s'ils reviennent, on les accueillera, répondit Alex calmement en fouillant l'une des tentes. Quand il en ressortit, il tenait une arme, une vraie, chargée, mon Dieu. Alex, bordel, je ne te reconnais plus. C'est bien toi ? J'en reviens pas. Toi qui enseignes la physique. Qui t'a appris à tirer ? Et à forcer des serrures ? Demanda Carter stupéfait en s'approchant de son ami. Shaun et Tony, eux, décidèrent de faire le tour du périmètre. Alex, cependant, ne répondit pas à la question, préférant garder le silence. George était notre ami à tous, et même plus que ça, tu sais ? Dit Tony à Shaun. Oui, je sais, mais c'est encore difficile à croire. On n'entendra plus jamais sa voix, et on ne comprend toujours pas ce qui se passe ici, répondit Shaun en se tournant vers lui. Anthony, il faut que je te dise quelque chose. Dans la maison, quand cette sirène a retenti, tu te rappelles, dans cette pièce, on a trouvé cette photo de la fille avec une date inscrite dessus. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? Demanda Shaun en sortant la photo de la poche de sa veste pour la tendre à Tony. Oui, tout ça est très étrange, c'est sûr, mais c'est peut-être sa mère, ou sa grande sœur, tu crois pas ? Je ne parle pas de ça. Je veux dire que George m'a semblé bizarre à ce moment-là. Il regardait cette photo, et il avait l'air comme en transe. Une impression étrange, comme s'il connaissait cette fille. Mais c'est insensé, non ? Laisse tomber.
Ne t'obsède pas avec ça. Tout ira bien, on va s'en sortir. Mais pour l'instant, retournons avec les autres. On ne peut pas se séparer. Vous étiez où, bordel? Hurla Carter en les voyant arriver. On a tout décidé, voilà le plan, commença-t-il à expliquer. On va passer la nuit dans cette tente. Selon mon horloge biologique, le lever du jour n'est pas loin. On tiendra bon. Et en cas de problème, on a ça, dit-il en montrant l'arme avant de la ranger. Maintenant, on dort. Demain, on sortira d'ici et on oubliera tout ça pour toujours. Ils entrèrent dans une tente et fermèrent la fermeture éclair de l'intérieur. L'image était presque ridicule. 4 grands gaillards entassés dans une petite tente de camping. La nuit cédait peu à peu. Les premières lueurs de l'aube commençaient à percer, mais la brume restait épaisse, couvrant le sol comme un tapis mystique. Quelque chose troublait cette forêt. Ce brouillard, d'où venait-il? Sean fut le premier à se réveiller. En ouvrant la tente, il s'étira avant de sortir. « Les gars, je dois pisser !» annonça-t-il d'une voix forte, espérant que quelqu'un l'entende. Puis il s'éloigna sur le sentier. Sur le chemin, quelque chose attira son regard. Un objet brillant, rond. On aurait dit un médaillon. En se baissant pour le ramasser, il découvrit que c'était une montre de poche. Son cadran, élégant, orné d'une échelle précise et de chiffres rouges, lui donnait un air précieux. Les aiguilles, bleues, fines et élégantes, ressortaient sur le fond blanc nacré. Le boîtier, en or, était ouvert. Une trouvaille étonnante, même dans des circonstances pareilles. Mais il y avait un problème, la montre ne fonctionnait pas. « Voyons voir », murmura Sean en examinant la montre. Il tourna la couronne, et à sa grande surprise, la montre se remit en marche. Mais il y avait quelque chose d'étrange, les aiguilles tournaient à l'envers. Si l'heure indiquée était 11 heures, quelques instants plus tard, elle affichait 10h50. Un frisson le parcourut. En levant les yeux, il aperçut une silhouette dans la brume, entre les arbres. L'étrangeté de la situation lui donna un coup d'adrénaline. Il comprit qu'il fallait fuir avant que ça ne l'atteigne. Il fit volte-face et courut à toute vitesse sur le sentier, refusant de jeter un regard derrière lui. Mais alors que l'aiguille des secondes atteignait le marqueur 30, son pied buta contre une racine. Sean s'étala au sol dans un bruit sourd, comme si une armoire pleine à craquer s'était renversée. « Non !» hurla Sean. La silhouette encapuchonnée se rapprochait de plus en plus. Soudain, il sentit un choc dans son dos. Sa respiration se bloqua, une douleur insupportable lui écrasait les tempes et ses yeux se remplirent de sang. Son cri déchira le silence du campement. Alex et Tony, alarmés, sortirent précipitamment de la tente et coururent vers l'endroit d'où provenait le cri de leur ami. Carter les suivit de près, arme à la main, pourvu que tout aille bien. Quand ils arrivèrent, la scène qui s'offrit à eux fut un véritable cauchemar. Sean gisait au sol, immobile, baignant dans une petite flaque de sang. Un couteau était planté dans son dos, son manche en bois dépassant nettement. Dans sa main crispée, Sean tenait toujours la montre de poche. Elle s'était arrêtée. Les aiguilles, figées, indiquaient 10h30.